Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Bon, alors pour ceux qui attendaient l'entrevue avec Mme Amélie Martineau, malheureusement, elle n'est pas arrivée encore. Alors, José se joint à moi pour les grands titres de l'actualité. Donc, on va faire plus de temps parce que ce n'est pas les sujets qui manquent. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, on va parler de ce mode de scrutin qui fait beaucoup jaser. On sait qu'hier, entre autres, Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre Plamondon et Éric Duhem qui ont parlé du mode de scrutin parce que M. Legault, en 2018, avait promis de changer le mode de scrutin pendant son premier mandat. Et là, hier, il était à l'île d'Orléans et il a mentionné qu'il ne changerait pas le mode de scrutin pendant son prochain mandat, mais il devait le faire dans son premier. Ça fait beaucoup jaser. Parce que j'en ai parlé un peu avant que tu arrives. C'est 90 députés pour la CAQ. Et avec le nouveau scrutin, ce serait 67. 21 pour les libéraux, ce serait 14. 11 pour les Québec solidaire, ce serait 16. 3 pour le PQ, ce serait 14. Et 0 pour le Parti conservateur du Québec, ce serait 14. Et on y va par le pourcentage des votes, là. Et hier, j'écoutais Radio-Canada qui disait, entre autres, là, le Parti libéral est allé chercher 14,37 % des votes et a 21 députés, alors que Québec solidaire est allé chercher 15,43 % en a 11. Oui, mais que le Parti conservateur du Québec, 13 0. Je veux dire, la question se pose beaucoup plus cette année parce qu'on voit les résultats, ça n'a pas de bon sens. Premièrement, on voit une fracture plutôt entre les générations au Québec. On sait que les baby-boomers en montant ont voté massivement François Legault et les autres, notamment Québec solidaire, Parti conservateur, c'était les plus jeunes qui ont voté pour eux autres. Mais ils ont plus ou moins de députés. Heureusement, Québec solidaire a réussi à en faire élire 11. Mais pour le Parti conservateur et le Parti québécois, là, je veux dire, c'est un désastre, c'était pas loin, surtout le Parti conservateur. Alors qu'avec la nouvelle formule qu'on voudrait nous présenter, ben, tu l'as dit, on aurait au moins 14 représentants pour le Parti québécois et le Parti conservateur. Ouais. C'est quand même... et 16 pour Québec solidaire. Non, c'est important, mais en même temps, tu sais très bien que le Parti libéral du Québec ne voudra pas voter pour ce mode de scrutin-là. Pourquoi? Parce qu'il serait moins fort avec celui-ci, alors que c'est la même chose pour François Legault. Alors que François Legault, on le sait, en 2018, même pendant la campagne de 2018, avait promis, comme Justin Trudeau d'ailleurs jadis, de réformer le mode de scrutin. Mais lorsque tu arrives au pouvoir et que tu es majoritaire, ça te tente tout simplement plus. Comme je te l'ai dit hier, c'est un peu comme les gens qui n'ont pas d'argent, ils veulent une meilleure distribution de la richesse, mais lorsqu'ils commencent à faire de l'argent, ils en veulent un peu moins de distribution, tu comprends? Mais c'est le même phénomène qui s'applique dans cette circonstance-ci. D'ailleurs, le mouvement Démocratie Nouvelle a lancé une campagne publicitaire à l'échelle nationale, justement pour dénoncer la situation, demander la réforme du mode de scrutin. C'est sûr que François Legault a fermé la porte, mais quand même, là, je pense que ça va être un mandat quand même assez difficile pour François Legault. Un, pour le mode de scrutin, parce que les gens se rendent bien compte que ça ne fonctionne plus. Et deux, attends, une petite parenthèse avant sur le mode de scrutin. Le mode de scrutin, là, comme on a actuellement, ça fonctionnait lorsqu'on avait 2, au maximum 3 partis politiques dignes de ce nom qui étaient en mesure de faire élire des gens. Là, à 5, là, oublie ça, ça ne fonctionne plus. Bon, c'est ça la question que je voulais te poser. Pourquoi ça devrait changer aujourd'hui alors que ça date de 1945, là, c'est après la Deuxième Guerre mondiale? Parce que, ça a toujours été de même. Tous les pays du Commonwealth, ce qu'on expliquait hier, c'est que tous les pays du Commonwealth ont changé leur mode de scrutin. Il y a juste nous autres qui ne l'ont pas changé. Ça, c'est possible. Je ne peux pas te donner cette information-là, mais en contrepartie, au Canada, puis comme au Québec, tu as entièrement raison, on est une ancienne colonie britannique, on est des conquis annexés, je le dis assez souvent, donc on fonctionne avec la formule britannique qui fait en sorte qu'on a ce style de vote-là, ce style de mode de scrutin-là, mais comme je te dis, ça fonctionne avec 2 partis ou 3, parce que, exemple, que tu avais dans le temps, là, l'Union nationale et le Parti libéral,
Je veux dire, ça dépendait de ta campagne électorale. Tu avais toujours un 20 d'indécis qui faisait en sorte que tu passais fortement ou tu passais pas. Quand l'Union nationale est passée fort en 1944, c'est que c'est le 20 là, d'indécis qui ont réussi à aller chercher. Et ça a toujours été ça depuis bien longtemps. Lorsqu'est arrivé l'ADQ, je pense, en 1994, là, suite au rapport à l'air, puis aux autres. C'est-tu 94? Non, c'était avant ça. C'était après je pense que c'était après le lac Mead, si je ne me trompe pas. Là. Peu importe, là, il y avait eu on promettait également un autre référendum, alors que c'est pas un référendum là-dessus, c'est le référendum de Charlottetown. Je ne rentrerai pas dans l'historique de ce qui s'est passé, là. Mais depuis ce temps-là, c'est différent un peu. Mais là, on l'a vu cette année avec les autres partis politiques qui se sont ajoutés, notamment l'arrivée en force du Parti conservateur du Québec. Ça ne tient plus ou moins la route, Michel. Oui. Et quand tu connais du succès, en 2018, M. Legault se présentait avec un nouveau parti. Alors, il promettait la Lune pour pouvoir aller chercher le pouvoir. Et là, il a le pouvoir, puis il était certain, j'affirme qu'il était certain d'avoir le pouvoir, sans peut-être avoir un gouvernement majoritaire, mais au moins de pouvoir avoir de gérer le gouvernement, excusez-moi, pour les prochains 4 ans. Donc, il était dans le siège du chauffeur. Il l'a bien dit hier à l'île d'Orléans, qu'il ne serait pas question au cours des 4 prochaines années de réformer ou de changer le mode de scrutin. Et c'est pour ça que je voulais te poser la question tantôt. C'est justement pourquoi ça fonctionnait avant et là, ça ne fonctionne plus. C'est parce qu'il y a 5 partis. Exactement. Ça a complètement changé la donne. C'est une très bonne information, mon ami. Maintenant, pourquoi excuse-moi. Pour pouvoir faire son entrée à l'Assemblée nationale, Éric Duhaime devra d'abord être très gentil avec M. Legault parce que il a mentionné hier, il était sur les ondes de Radio-Canada Québec hier, et il a mentionné qu'il voulait demander à M. Legault de pouvoir être reconnu comme chef de parti. Ça lui donnait le droit d'avoir une tribune parlementaire, tenir des conférences de presse, d'avoir du budget aussi. Est-ce que tu crois que M. Legault va embarquer là-dedans? Je pense pas. Je sais que François Legault a appelé Éric Duhaime lorsqu'Éric Duhaime a été battu dans son comté avec son parti. Je sais qu'il a fait cet appel-là. Il y a une conversation qu'on a plus ou moins les détails. Je pense une conversation d'usage qu'on doit avoir. Je pense d'ailleurs localement que Mathieu Rivet va appeler ses opposants pour leur parler, les féliciter. Puis je pense que c'est une bonne guerre. Mais en même temps, pour le reste, tu sais qu'Éric Duhaime a été le plus grand critique du gouvernement Legault. Je pense pas que François Legault lui donne de chance. En même temps, peut-être qu'il y a de la pression, puis s'il veut atténuer la pression, mais peut-être qu'il va donner une... Possiblement. À cause du exact. À raison de la pression pour le mode de scrutin, là, peut-être qu'il va lui donner un petit bonbon pour le calmer, mais je pense pas que ça va être assez, sincèrement. Et Éric Duhaime, qui est tout un stratège quand même, là, qui va aller chercher justement un député de la CAQ qui va être frustré de ne pas être nommé ministre, un ou une députée. Et je suis obligé de te dire que ses chances sont bonnes parce qu'avec 90 élus, même ici, il y a des rumeurs qui parlent que M. Rivet aimerait bien devenir le ministre de la Culture. Ça veut dire qu'avec les vedettes qu'on a à Lévis, notamment, dans ce secteur, tu as Martine Biron et tu as Bernard Drinville, je serais bien étonné qu'on ait un ministre ici. Ceci dit, ça n'est pas impossible. Et ensuite de ça, tu vas à Rivière-du-Loup, dans l'Est, c'est Amélie Dionne, la sœur de Manuel Dionne, qui est un des bras droits à François Legault. C'est une femme également. On sait que M. Legault aime la parité au sein de son cabinet des ministres. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais d'après moi, il va sûrement y avoir des mécontents, Michel, sans l'ombre d'un doute. Et ça serait peut-être la possibilité pour Éric Duhaime de réussir par la bande, encore une fois, à rentrer à l'Assemblée nationale. Ça serait un coup vraiment fumant de sa part. Puis je te dis que c'est pas impossible, c'est réellement pas impossible, parce qu'il va y avoir des gens frustrés, là. Tu sais, il y a des gens que ça fait longtemps qui sont députés puis qui aspirent à monter dans les rangs, là, qui aspirent... En montant en grade, parce que c'est payant aussi. Là, ben oui, c'est payant parce que... C'est prestigieux et payant. Oui, un député au provincial, c'est à peu près 100 000 avec les comptes de dépenses et compagnie. Lorsque tu tombes ministre, tu tombes à 140 150 000 c'est comme un salaire de député fédéral. En plus de ça, tu as une voiture, tu as un garde du corps, tu as communément appelé la limousine. Ça fait que Michel, c'est sûr qu'il va y avoir des mécontents, j'en suis pas mal convaincu. Et je pense sincèrement, et là je dis ça pour tous les nouveaux députés de la CAQ qui n'étaient pas députés là, à la dernière législature, là, peut-être pour certains, là, apprenez à devenir des bons députés. Ensuite de ça, vous pourrez peut-être aspirer après 2 ans à devenir ministre.
parce qu'on a une historique. Ici, localement, là, ça n'a pas été très, très bien. Alors, j'aimerais pas que la situation se répète en lien avec un manque d'expérience. Tu sais. José, tu parlais de M. Rivet qui pourrait être tenté ou qui pourrait aspirer. avoir... C'est pas fou non plus. Là. Je vais le dire avec du conditionnel. Pourrait espérer. Mais imagine-toi que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, est là depuis 4 ans. Alors que Mathieu Rivet fait son entrée à l'Assemblée nationale au cours des prochains jours. Pas sûr que la pilule serait facile à avaler pour Mme Roy. À moins qu'elle ait une autre... moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements de chaise, mais M. Legault a tout un travail, mais probablement que lorsqu'il est allé chercher Drainville, puis qu'il est allé chercher Martine Biron, il savait déjà, là, il connaissait déjà... j'ai l'impression, moi, son conseil des ministres a déjà pensé. Là. Bernard Drainville, selon moi, va être le ministre de la région de la capitale nationale. Ça, c'est clair. Il va sûrement y avoir un autre ministère. Bernard Drainville n'est pas rentré en politique pour devenir un backbencher. Il est député de Lévis. Je sais, j'ai entendu ça à Radio-Canada cette semaine. Il est député de Lévis. Oui, mais c'est à côté, je veux dire. On s'entend quand on est en Lévis. Je veux dire, tu regardes au bord du fleuve, tu vois Québec, tu vois le château... Frontenac, je veux dire, t'es comme à Québec, à Lévis, je veux pas être plate, mais ça se joue, sincèrement, ça se joue, mais en même temps, comme je t'ai dit, il va y avoir des mécontents, là. C'est clair. Mme Guilbeault était oui, mais semblerait-il qu'elle était plus ou moins appréciée là, dans certains dossiers, là, parce qu'elle a un style de leadership qui convient pas à tout le monde. Alors que Bernard Drainville, je pense qu'il est un politicien beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus rassembleur que Mme Guilbeault peut l'être. Mais ça, c'est très personnel. Écoute, ça va être intéressant à suivre au cours des prochaines semaines parce que, est-ce que tu connais la date là, qu'on va recommencer à siéger? Non, je la connais pas, mais une chose que je peux dire en contrepartie, il y a quoi entre 25 et 30 ministres, du moins là, dans la dernière législature caquiste. Je pense que pour plaire à bien des gens, on va rajouter des ministères. Je serais pas surpris de ça. Et ça coûte de plus en plus cher. Absolument, mais ça... Quand tu as un nouveau ministre... Ben, c'est 150 000 de plus le compte de dépenses. Non, c'est 50 000 de plus. 50 000 de plus. Oui, excuse-moi. Ouais. Et plus la limousine, plus le chauffeur. C'est des frais supplémentaires, ça. On a de l'argent. Il n'y a pas de problème ici. OK. Mais ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre. Prochains jours, parce que les annonces vont se faire incessamment. Là. Donc, on va suivre ça de près. La Chambre de commerce qui presse le nouveau gouvernement de placer la pénurie de main-d'œuvre et le développement économique au cœur de ses priorités. Madame Lemieux était venue, Alexandra Lemieux, la présidente, est venue nous parler. Ils ont 13 priorités qu'ils ont déposées pour la Chambre de commerce. 13 priorités pour Montmagny-Lillet. Alors, la Chambre de commerce et la Fédération de la Chambre du commerce aussi, qui félicite tous les députés, mais qui vont avoir le nouveau gouvernement à l'œil. Bon, oui, puis en même temps, je veux dire, là, c'est les lendemains de victoire, tout est beau, tout est pas tout à fait nouveau parce que c'est un gouvernement qui est reconduit à la tête du Québec, mais quand même, là, je veux dire, il y a des problèmes criants au Québec, là. Ça n'enlève pas que la pénurie de main-d'œuvre, même si t'es rentré majoritaire fort avec 90 députés, que la pénurie de main-d'œuvre s'est évaporée comme si rien n'était, là. Il y a des gros problèmes au Québec, il va falloir s'y affairer rapidement et peut-être laisser là, la gestion de la pandémie, parce qu'on s'entend que c'est terminé à peu près partout, même à côté de nos voisins américains ont déclaré que c'était terminé. Ça vient de la bouche même du président américain. Donc, j'espère qu'on va se concentrer sur les problèmes urgents, c'est-à-dire que les gens s'appauvrissent de plus en plus. On a la dette du Québec qui monte, pénurie de main-d'œuvre, etc. J'en passe et j'en passe. Et localement, d'ailleurs, il y a la MRC de Lillet a fait également une sortie pour féliciter Mathieu Rivet. Et ça, c'est de bonne guerre. Je veux dire, sincèrement, je pense qu'il faut laisser la chance à Mathieu Rivet. On va lui laisser le temps de s'installer, bien entendu. Il y a 2 dossiers qu'il devra régler rapidement. Le premier, je pense, qui est urgent, c'est le dossier des paramédics à Saint-Jean-Port-Joli, les horaires de faction. Il va falloir que ça se règle parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un mort pour dire « Ah, ben là, on aurait dû, puis finalement, on va le donner. » On parle de 800 000 $ par année. Je pense qu'on peut régler ça assez rapidement, surtout avec un gouvernement qui ne se gêne pas de faire des déficits. Je pense qu'on peut augmenter le déficit de 800 000 par année, justement, pour éviter des catastrophes à Saint-Jean-Port-Joli. Ça, c'est un dossier important. L'autre dossier que Mathieu Rivet aura à traiter aussi, mais comme je l'ai dit, on va laisser le temps de s'installer, là. C'est le complexe culturel et sportif en santé durable, là. Je veux dire, on n'a plus à attendre de monter le dossier. Le dossier est 100% bien monté. La seule chose qu'on a besoin, c'est une poussée politique et de le déposer dans le bon programme. Là, je fais allusion ici au Programme québécois des infrastructures, le fameux PQI dont on parle depuis à peu près 3-4 ans ici, là.
Écoute, hier, on l'avait en entrevue là, pour souligner sa victoire. Et je lui ai posé la question parce qu'il disait que c'était un des dossiers sur lequel il voulait se pencher le plus rapidement possible. Ah oui, absolument. J'ai dit, ça fait 4 ans qu'on se penche dessus. J'espère qu'on va faire autre chose. Là, on pourrait le ramasser. On se penche dessus, on pourrait le ramasser et le déposer. Là. Et M. Rivet m'a répondu là-dessus. Ouais, il dit peut-être que le terme n'est pas approprié, se pencher. Là. Mais c'était dans le communiqué de presse. Mais il nous a dit que c'était vraiment pour lui un dossier très important. On a parlé de médecine vétérinaire aussi. Il y a beaucoup d'enjeux dans la région. Et j'ai l'impression, José, et dis-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que les attentes sont élevées dans la région. On a donné un mandat clair à M. Rivet. Tout à fait. Puis j'ai l'impression, c'est que les attentes sont tellement élevées. On voulait... moi, ce que je pense, c'est qu'on voulait avoir un député au pouvoir pour faire avancer ces dossiers-là qui traînent depuis des années. On voulait qu'il se passe de quoi. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a donné un mandat clair à M. Rivet. Maintenant, il va falloir qu'il livre la marchandise parce que ça fait 4 ans qu'on attend. Absolument, Michel. Si j'avais un conseil à donner ce matin à M. Rivet, notre nouveau député, peut-être s'inspirer du travail de l'ex-député Norbert Morin, qui était, oui, un libéral, mais qu'on oubliait que c'était un libéral dans le sens qu'il travaillait tellement fort pour son comté. C'est un député du comté en premier lieu, au lieu d'être un représentant du gouvernement. Et si M. Rivet est capable d'appliquer cette façon de faire-là en Côte-du-Sud, il va être possiblement élu fortement à la prochaine élection parce que les gens vont s'attacher à lui par rapport au travail qu'il a fait avec son cœur et non pas uniquement défendre les intérêts, comme on a vu un peu pendant la campagne, défendre le point de vue du gouvernement au lieu de défendre le point de vue local. Et ça, c'est à lui de le travailler. Mais je pense sincèrement, il y a une bonne équipe autour qui se greffe. Là. Il y a par ailleurs son attaché politique, le jeune Thomas Bélanger. Je dis jeune parce qu'il a 23-24 ans, mais c'est un gars extrêmement allumé. Je pense que Mathieu Rivet est capable de faire des miracles s'il travaille dans la même direction que tous les intervenants ici. Et je pense qu'il est en mesure de le faire, sincèrement, Michel. Il l'a prouvé d'ailleurs lorsqu'il a fait la montée de la levée de fonds. Une montée de fonds, ça va bien. La levée de fonds pour la salle André Gagnon à la Pocatière. José, je l'ai dit, les attentes sont élevées de la part de la population de Il est capable de livrer. Je suis persuadé qu'il est capable de livrer. Écoute, on va l'avoir à l'œil, pas nécessairement nous, à CMA-TV, là, mais je parle, je suis la personne qui parle. Là. Donc, j'ai l'impression que toute la population va avoir à l'œil le travail de Mathieu Rivet parce que les attentes sont élevées. On veut la réalisation de certains projets, puis on veut qu'il se passe de quoi. Absolument, Michel, tu as entièrement raison. On peut pas en dire plus que ça parce que tu as mis le doigt sur le problème. Là. Il doit absolument livrer, mais comme je l'ai dit, il faut lui laisser la chance de s'installer. Je pense que s'il gère très bien son bureau de comté, il gère très bien la politique interne, il met les priorités aux bonnes places, cet homme-là pourrait faire des miracles localement. Bien entendu, s'il s'inspire de l'ex-député ou de la façon de travailler de l'ex-député Norbert Morin. Oui, puis quand je parle d'attente élevée, José, la MRC de Lillet, là, qui souhaite le meilleur succès au niveau député, mais aussi qui prend le temps dans son communiqué d'énumérer toutes les priorités de la MRC. Donc, que ce soit la MRC de Montmagny, Lillet ou Kamouraska, parce que c'est Côte-du-Sud, les attentes sont élevées. Il faudra... j'ai l'impression que dès les premières semaines, on ne dira pas jour, on va dire semaine. Oui, quand même. Dès les premières semaines, là, on va, j'ai l'impression, être capable de voir de quel bois se chauffe Mathieu Rivet. Bien, on va le voir, je veux dire, à la vitesse à laquelle il envoie des communiqués. Je veux dire, je me souviens de sa prédécesseur que ça prenait énormément de temps à avoir des communiqués. Je pense qu'on a passé des mois sans entendre parler de la députée, alors que lui devra être rapidement... il va devoir prendre le terrain rapidement, Michel. Il va falloir qu'il se fasse connaître parce qu'à Montmagny, il est un peu moins connu, on va se le dire. Là. Mais écoute, la balle est dans son camp, puis je pense que comme média local, on devra l'appuyer dans ses démarches. Bien entendu, on a un rôle critique à jouer, mais s'il joue très bien ses cartes, ça va être lui qui va sortir de là gagnant, tout simplement. Et tout le monde, en réalité. José, il nous reste 2 minutes. Écoute, sur la page couverture du Journal de Québec ce matin, on parle de pas question d'une fusion PQ Québec solidaire. Est-ce que tu vois ça un jour, toi, que ces deux partis-là pourraient fusionner? Parce que, 3 députés pour le Parti québécois pour 4 ans, ça va être long, là. Puis, il y a de la déception du côté de Québec solidaire parce qu'on a un député de plus, mais on a moins de votes. On a une vingtaine de mille de moins de votes.
Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourrait penser que ces deux partis-là pourraient fusionner? Michel, ça a été essayé, je pense, en 2017 avec Jean-François Lisée, qui était le précédent chef du Parti québécois, qui a tout essayé parce que les membres de Québec solidaire voulaient cette fusion-là, au moins une alliance, alors que, il l'a dit, puis on s'en rappellera possiblement toute notre vie, il y a un fameux ou un politburo spécial qui semble gérer l'interne de Québec solidaire. Parce que tu sais, Québec solidaire, Manon Massé et JND, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est des porte-paroles uniquement. Ce ne sont pas les chefs, Michel. Il y a quelque chose dans ce parti-là qui ne tient pas la route. Et c'est pas vrai que ces gens-là vont vouloir une association, une fusion avec le Parti québécois. Pourquoi? Parce qu'ils ont un agenda qui est beaucoup, beaucoup à gauche, peut-être voire marxiste, communiste, alors que le Parti québécois, bien qu'il est trop à gauche, lui, je pense que ce serait l'avantage du Parti québécois, mais en même est-ce que les deux mentalités sont capables de cohabiter? Je ne le sais pas, sincèrement. Excuse, mais rapidement, je te pose une question. Si Nadeau-Dubois avait été chef de l'opposition, il n'aurait pas été chef de l'opposition, il aurait été co-porte-parole de l'opposition? Bien, il aurait été chef d'opposition, mais à l'interne au parti, c'est pas tout à fait lui qui dirige. Okay. C'est spécial comme formule, sincèrement. J'ai rarement vu ça, mais bon, regarde... Merci, José. Merci pour cette intervention rapide, parce que, bon, la personne qui devait se présenter en entrevue ce matin n'était pas là. Donc, demain, on vous propose une entrevue avec Gaétan Caron du Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Il y a eu beaucoup de changements au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. On va en parler avec Gaétan Caron, qui est le gérant, et il y aura la chronique culinaire. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Marie-Ève, vous le mentionnez, c'est encore du beau temps pour toute la journée. On va en profiter. Bonne journée.